9 avril 1999 à 9 avril 2016, 17 ans jour pour jour a intervenu l'assassinat d'Ibrahim Baré Maïnassara, président de la République à l'époque. 17 ans après, quels peuvent en être les souvenirs aussi bien de l'homme que de sa gouvernance? Ils n'ont pas tardé car au lendemain de la première grande pluie enregistrée, ils ont tenu à effectuer leur tout premier semis. Ils, ce sont ces cultivateurs. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du CSC, l'instance de régulation, le Conseil supérieur de la communication qui, à l'instant, vient de nous parvenir. Le président du Conseil supérieur de la communication informe les entreprises et organes de presse écrites et audiovisuelles qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse, et ce au titre de l'année 2015. Qu'ils doivent déposer leur dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de la communication, et ce à partir de la diffusion du présent communiqué jusqu'au lundi 9 mai 2016 inclus. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. Une entreprise ou organe de presse disposant de plusieurs journaux, stations de radio ou de télévision ne peut soumettre qu'une seule requête. Le choix des bénéficiaires se fera sur la base d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la délibération numéro 004/CSC/2015 du 31 décembre 2015, déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Il est rappelé aux bénéficiaires du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2015 qu'ils sont tenus pour prétendre à l'aide 2015 de déposer leur rapport et les pièces justificatives d'exécution de leurs projets respectifs conformément à la convention signée avec le CSC. Pour tout renseignement complémentaire sur les éléments constitutifs du dossier, les intéressés peuvent s'adresser au secrétariat général du Conseil supérieur de la communication, signé par le président de l'institution, Abdurrahman Ousmane. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, 9 avril 2016, c'est la date anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Maïnassara, affectueusement appelé IBM. 17 ans après, que peut-on retenir de l'homme tout comme sa gouvernance? Élément de réponse dans ce décryptage d'Ali Cissé Ibrahim. Le Niger, le pays de tous les possibles. En effet, le 9 avril 1999, les Nigériens vont vivre le régicide le plus dramatique de leur histoire politique. En effet, selon les termes du Premier ministre de l'époque, Ibrahim Meyaki, un accident malheureux est arrivé. Un accident où pour la première fois, un président a été éliminé par une arme lourde. Oui, Baré Maïnassara était tombé sous les balles de sa garde présidentielle qui devait assurer sa sécurité. Ainsi, avec le temps qui passe, on peut se demander aujourd'hui qu'avait fait le défunt président Baré de bénéfique pour le pays. Sur ce point, Idi Ango Omar, qui était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Baré, se prononce en ces termes. Le temps a permis de le découvrir à travers les faits, les gestes, ce qu'il a eu à accomplir et les grands jalons qu'il a eu à jeter par rapport à l'ensemble des secteurs de développement de son pays. Aujourd'hui, la 4e République, dont il a été le président, a été référée par rapport à plusieurs dossiers sur l'éducation, sur les mines, au niveau du développement rural et même au niveau de la politique étrangère du pays. Et également au niveau de ce qu'il a fait pour consolider l'esprit de la sous-région. Je pense qu'on a beaucoup dit et aujourd'hui beaucoup insisté. C'est, disons, se répéter encore à nouveau. Mais en résumé, le Niger a perdu un homme, quelqu'un qui avait une ambition pour ce pays et qui l'a démontré. Malheureusement, la cupidité politique nous ont amenés à constater sa disparition de façon tragique. Cependant, la grande question qui persiste dans les esprits des Nigériens est la suivante. La justice parviendra-t-elle à faire la lumière sur cet assassinat
qui a marqué plus d'une conscience. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de justice. Au-delà de sa famille, c'est l'ensemble du pays qui doit savoir ce qui s'est réellement passé et pour quelles raisons cet homme a connu cette fin tragique, malgré le poste qu'il occupait, malgré que le fait que ce n'était pas un coup d'État, malgré que le fait que même sur le terrain des opérations, au moment où il a été abattu par la première salve, des hommes sur place ont entendu qu'il n'est pas mort. Donc il n'est pas mort, il faut l'achever. Ce qui veut dire que c'était un assassinat commandité et prémédité. Et ce qui a entraîné au moment où son brave chauffeur mal ensoleillé avait tenté de le récupérer sur le tarmac pour l'amener aux soins, à la demande d'un officier proche du président, avait tenté donc de le récupérer. Et bien, ils ont essuyé donc, des tirs d'armes lourdes et de la bouche même de l'officier qui était à côté. Il m'a dit que la 505 blindée du président dansait comme une de chevaux. Et que lui, en tant que militaire, en plein jour, il voyait du feu cracher. Le Niger, jusqu'à preuve du contraire, demeure un laboratoire d'expérimentation politique. Et l'assassinat du président Baré Ménessra renvoie à la sagesse africaine qui dit « Si on ne sait pas où l'on va, qu'on se souvient de là où l'on vient ». Une façon de dire aux politiciens que l'exercice du pouvoir d'État ne doit pas être un carnaval permanent. N'est-ce pas, Ali Cissé Ibrahima, aussi paix à son âme? Plusieurs critères, aussi bien politiques que juridiques, sont mis en évidence pour la formation d'un gouvernement. Ici au Niger, l'enquête de moralité est un des critères juridiques et elle semble être malheureusement occultée au détriment des critères beaucoup plus politiques. D'où toutes les interrogations qui se posent en ce moment autour de la formation du tout nouveau gouvernement vivement attendu sous l'ère Brigitte Raffini, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. C'est l'expectative qui perdure au sein de la mouvance présidentielle et les partis alliés quant à la formation du gouvernement qui jusque-là tarda. Instituée à l'article 80 de la Constitution, l'enquête de moralité est un des critères juridiques déterminants. L'enquête de moralité, elle est exigée pour briguer, n'est-ce pas, beaucoup de postes au Niger. Elle veut dire tout simplement qu'il ne faut pas permettre à ce que des personnes qui ont un passé pénal, qui ont des comportements qui ne sont pas bons, des personnes qui ont eu à commettre quelques infractions connues ou non connues, ou bien des personnes qui ont une propension réelle à accomplir certaines fautes de manière à infecter même l'honorabilité de l'État. Un seul vœu émis est si cher aux citoyens, la formation d'un gouvernement restreint et technique, en lieu et place de ceux de tout le temps qu'on a toujours connus, c'est-à-dire pléthorique. Il ne faut pas faire un gouvernement en tenant compte de la distribution des postes qu'il faudrait faire à tel ou tel parti politique parce qu'il m'a aidé. Il faut former un gouvernement technique. Nous, au Niger, on a tellement d'impératifs que les gouvernements politiques ne nous arrangent pas. On n'a pas besoin de ça. On veut un gouvernement, une équipe technique. Vous voyez, seulement hier, le gouvernement capverdien avait été rendu public. C'est une équipe de 12 membres, 12 personnes qui vont animer vraiment le gouvernement du Cap-Vert, le Cap-Vert qui a l'une des économies les plus stables et les plus saines. Un seul critère qui doit être privilégié, les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. On doit tirer aussi des leçons. Ce n'est pas la taille du gouvernement, ce n'est pas la structuration du gouvernement, ce n'est pas la manière dont il est composé. Non, on n'a pas besoin de débonnaires dans un régime. On a besoin dans un gouvernement, on a besoin de techniciens, des gens acquis à la cause du développement et non à la cause politique, des gens qui maîtrisent le développement et non qui maîtrisent des gens qui maîtrisent la politique. Donc, le gouvernement, ce n'est pas cette galette-là qu'on partage pour donner à chacun, n'est-ce pas, un petit morceau. Si on doit tenir compte de ça, eh bien le gouvernement qu'on attend, non seulement il sera pléthorique, mais ça sera un gouvernement très très politique, juste un gouvernement pour
n'est-ce pas, remercier l'Alliance pour refléter la configuration de l'Alliance qui a permis au second tour. Et je pense que ça, ce n'est pas normal pour un pays comme le Niger. Le Premier ministre, certes, propose et le président de la République nomme. Mais tous deux ont cette lourde et grande responsabilité pour une bonne conduite de l'appareil gouvernemental d'en faire les choix qui s'imposent, c'est-à-dire des choix justes et judicieux. L'élection présidentielle au Tchad, c'est pour demain 10 avril, Inch'Allah, et la fin de la campagne pour ce scrutin, elle est intervenue dans la nuit du vendredi à aujourd'hui, à 0h, à hier, 0h. À cet effet, les ressortissants tchadiens membres du mouvement patriotique pour le salut, soutenant la candidature d'Idriss Déby Itno, étaient en fait au palais des congrès de Niamey, et ce, à quelques heures de la fermeture de la campagne pour la présidentielle. Le résumé avec nos envoyés Sadou Doumi et Adamou Soumana. Ce moment de retrouvailles entre membres de la communauté tchadienne résidant au Niger rentre dans le cadre de la campagne pour la présidentielle du 10 avril prochain dans ce pays ami et voisin. Ainsi, les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut se retrouvent à travers ce cadre en présence de l'ambassadeur tchadien au Niger, Mahamat Nour Malay, pour témoigner de leur soutien au candidat de la coalition de 108 partis, le président sortant Idriss Déby Itno. Occasion pour les différents responsables de ce mouvement de prendre la parole qui pour s'allier cette mobilisation, qui pour solliciter un vote massif en faveur de leur candidat dont le choix n'est pas fortuit. Pour vous, les militants, vous le savez déjà. Pourquoi vous allez voter le président Idriss Déby Itno? Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore décidé et qui sont aujourd'hui avec nous, nous allons dire les raisons pour voter le camarade président Idriss Déby Itno. La première, la stabilité sécuritaire du Tchad et de l'Afrique. Les efforts politiques, diplomatiques et militaires fournis par son Excellence Idriss Déby Itno autour de son précédent mandat ont permis au Tchad d'être une île de paix dans un grand océan troublé par des incertitudes sécuritaires et des attaques terroristes. Deuxièmement, le développement économique, social, infrastructure, à savoir la construction des routes, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les lycées, eau potable, électrification des villes de N'Djamena et les autres villes du pays. Troisièmement, développement du monde rural, la dotation des moyens financiers et matériels à la PNSA et au NDR pour répondre au développement agro-pastoral dans nos différents terroirs. Quatrième point, un accent important sur la santé. Les rencontres mensuelles pour se pencher sur les problèmes de santé pour tous. Cinquième raison, question environnementale. Ceci est très important. Aucun des 12 candidats n'a pensé à inscrire dans son programme, alors que dans le programme de notre candidat, cela trouve une place importante. Il s'inscrit dans les efforts fournis précédemment, notamment la question de la survie du lac Tchad. Quant au président de Jeunes RDP, un des partis alliés à la formation politique d'Itno, Ali Abdoulaye Koulaï, il n'a pas manqué de réitérer leur soutien sans faille au candidat du MPS. Un candidat à l'endroit duquel le directeur de campagne du mouvement patriotique du Salut au Niger, Abakar Bendogo, n'a pas tari d'éloge pour ses innombrables actions visant le bien-être de la population tchadienne dans son ensemble. S'en est suivi la remise d'attestations de reconnaissance aux personnes ayant œuvré inlassablement pour le rayonnement du MPS au Niger. L'assistance a ensuite eu droit à une démonstration du choix du candidat Idriss Déby Itno sur le bulletin de vote avant de se défouler sur la cadence de la musique tchadienne. Pour le MPS au Niger, c'est dès le premier tour à 100% oui pour l'émergence du Tchad avec le charismatique Idriss Déby Itno. Restons toujours au même registre de cette élection présidentielle tchadienne ou conformément au code électoral tchadien qui autorise le vote des ressortissants tchadiens à l'étranger. Les Tchadiens inscrits pour la présidentielle du Tchad qui aura lieu demain ont commencé à voter depuis ce matin. Les Tchadiens sont appelés donc à choisir parmi les 14 candidats en lice celui qui doit succéder à Idriss Déby Itno au pouvoir il y a plus de 26 ans. À Niamey, ce sont près de 300 électeurs ayant obtenu leur carte d'électeur qui ont participé au vote ce matin. Michel Deji pour d'amples explications.
Au seul et unique bureau de vote qu'abrite leur représentation diplomatique, c'est l'ambassadeur du Tchad au Niger qui a donné le coup d'envoi de ce scrutin au titre de la diaspora tchadienne vivant au Niger. C'est une fierté pour moi, à l'instar de tous les Tchadiens qui vont aller voter. Je souhaite que le scrutin dans l'ensemble du territoire national et à l'étranger se déroule dans la paix et la sécurité, et que la participation soit aussi importante, et que le peuple tchadien qui a plusieurs fois renoué avec les élections, le jeu démocratique et les élections est habitué à ce genre d'exercice. J'espère que tout se passera bien et c'est mon vœu le plus ardent. Après le diplomate tchadien, ce fut le tour de ses compatriotes résidant à Niamey de lui emboîter le pas avec le même enthousiasme. En tout cas, j'ai une grande joie parce que je viens de faire une vote pour un changement de mon pays. Quel est le changement que vous voulez? Je veux avoir la paix et la réconciliation entre le Nord et le Sud. Je viens de voter mon candidat. C'est d'abord un devoir civique que je viens d'accomplir. Et j'invite également tous les Tchadiens de sortir massivement pour élire démocratiquement un Tchadien à la tête du Tchad. Cette année, il y a une spécificité. C'est la biométrie qui donne d'abord entière satisfaction à tous les Tchadiens, y compris l'opposition. Et donc, c'est une avancée significative dans le renforcement de la démocratie au Tchad. Il est à noter que ce vote de la diaspora tchadienne sera poursuivi jusqu'à la fin de la journée de ce dimanche 10 avril 2016, jour de vote également en République du Tchad. Passons à toute autre chose dans cette édition avec la pluie d'hier qui tombait en abondance sur la capitale Niamey aura permis à ces quelques cultivateurs actifs d'effectuer les premiers semis au compte de la campagne agricole 2016. Loin d'en être des cultivateurs, une de nos équipes, à la personne de nos reporters Alidou Bourema et Nassor Dontofo, y ont été sur le terrain pour constater de visu. Voici le reportage. Ils se sont rendus tous ce samedi matin dans leur champ. Ces cultivateurs profitent de la grande pluie du vendredi soir pour effectuer leur premier semis. Mais attention, selon les spécialistes en la matière, le moment n'est pas du tout opportun pour les semis, car cette première pluie prématurée peut ne pas être le début de l'installation de la saison de pluie. On a l'habitude, particulièrement dans la bande sud, le sud de Gaïa, le sud de Douti, de semer en avril et de pouvoir récolter. Mais il faut reconnaître que c'est des exceptions. On ne peut pas dire qu'une pluie, parce qu'à Niamey, il faut retenir qu'on a reçu une pluie qui tourne autour de 40 mm. En tout cas, à la commune 1, il y a eu jusqu'à 40 mm. À la direction régionale de l'agriculture, on a reçu jusqu'à 36 mm. Donc c'est une très très grande pluie qui est très utile. Donc on peut dire que globalement, on peut oser semer et espérer avec cette histoire de perturbation climatique. Aujourd'hui, tout est possible. Donc c'est pas condamnable qu'un producteur sème aujourd'hui, mais techniquement, nous on ne peut pas recommander de faire le semis dès maintenant. Mais il arrive quand même des saisons durant que les semis du mois d'avril parviennent jusqu'à la récolte. En tout cas, tout celui qui a suffisamment de semences, qui est prêt à risquer, parce que c'est un risque, il y a certainement de très longues périodes de sécheresse qui vont suivre. Donc celui qui ose, il faut le faire, mais souvent, quand on n'ose pas, on regrette à la fin, parce que celui qui sème maintenant, il a toutes les chances de récolter en début juillet. Et vous imaginez déjà en juillet si on peut récolter le mil. Celui qui n'aura pas semé, il risque lui de semer en juin. Donc pratiquement 1 mois et demi, 2 mois après le premier. Et c'est là où on finit par regretter. Donc c'est bon de semer maintenant, quand on a les semences, quand on a les moyens, en espérant que Allah, dans son infinie bonté, va en tout cas faire en sorte que ça parvienne jusqu'à la récolte. Et c'est sûr que c'est une bonne chose parce qu'on va avoir des récoltes très précoces en début. Vraiment la période la plus difficile pour les producteurs, la période de soudure. Déjà en juillet, si on parvient à récolter, ce serait une très bonne chose. Gageons que la pluie d'hier annonce déjà les couleurs d'une bonne saison de pluie pour que les efforts de ces braves cultivateurs puissent être récompensés à travers une bonne campagne agricole 2016.
Page internationale de cette édition. Ce dimanche, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle au Tchad. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, fait face à 13 autres candidats au premier tour. Et pour limiter les fraudes, une nouveauté, une carte biométrique. C'est ce qui nous explique ici Julie Dengeloff. À l'intérieur de ce hangar, plus de 2000 kits d'enrôlement biométrique. C'est la nouveauté de cette élection. À l'intérieur de ces kits scanners pour scanner les papiers de l'électeur, mais aussi prendre une photo ou encore prendre l'empreinte digitale de l'électeur. Alors le but, c'est de produire cette carte électorale qui est biométrique et qui devrait permettre d'éviter les fraudes. L'électeur n'a plus cette possibilité d'être sur plusieurs listes à la fois. Et étant donné qu'il est sur une seule liste, il ne pourra voter qu'une seule fois. Reproche fait à ce nouveau système l'absence de vérification de l'identité biométrique de l'électeur le jour du vote. Notre stratégie de base, ce sont les membres du bureau de vote qui ont un rôle prépondérant dans cette élection. Et ces membres du bureau de vote, ils sont divers, ils sont composés d'une façon consensuelle entre les partis politiques en compétition. C'est dans ce type de bureau de vote que les électeurs sont venus retirer leur carte biométrique contre un récépissé d'identité. C'est également ici qu'ils voteront dimanche. Ils devront choisir entre ces candidats. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les résultats devraient être connus au plus tard dans les 15 jours qui suivront le premier tour. D'un pays africain à un autre, toujours au même registre d'élection présidentielle. La présidentielle, bien entendu, à Djibouti, où le président Guelleh a donc été réélu dès le premier tour avec plus de 86% des voix. Un quatrième mandat de 5 ans pour celui qui dirige le pays depuis 1999. L'opposition politique, quant à elle, dénonce un hold-up électoral. Les précisions d'Axel Simon. Sans surprise pour un quatrième mandat. Ismaël Omar Guelleh est réélu président de Djibouti selon des résultats encore partiels avec plus de 85% des voix. Loin, très loin devant le principal candidat de l'opposition, Omar El Mikere, qui recueille 7% des suffrages. Une partie de l'opposition avait d'ailleurs boycotté le scrutin considéré comme joué d'avance. Le président de la commission électorale, lui, rejette la faute sur le manque d'organisation des candidats et fait le constat d'un processus électoral régulier. Les gens ont voté d'une manière sereine, aucune difficulté, aucun signe à perturber le déroulement des élections n'a été constaté. Pas le même son de cloche du côté de l'opposition, justement, qui dénonce, elle, un hold-up électoral. Le peuple a voté, mais les prétendus résultats donnés par le ministère de l'Intérieur ne correspondent absolument pas à l'expression de la volonté populaire. La preuve, c'est qu'aucun des candidats ne dispose des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Djibouti, ancienne colonie française, n'a connu que 2 présidents depuis son indépendance en 1977. Président depuis 17 ans, Guelleh entend incarner la stabilité. Il a l'intention de poursuivre sa politique de grands travaux, aujourd'hui largement financée par la Chine. Si ces projets favorisent la croissance économique, la population n'en profite pas. Le taux de chômage avoisine les 60% et la majorité des Djiboutiens vit sous le seuil de pauvreté. Et de 4 pour Ismaël Omar Guelleh en Djibouti. Je vous redonne la lecture de ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Le président du Conseil supérieur de la communication informe les entreprises et organes de presse écrite et audiovisuelle qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse au titre de l'année 2015. Qu'ils doivent déposer leur dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de la communication à partir de la diffusion du présent communiqué jusqu'au lundi 9 mai 2016 inclus. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. Une entreprise ou organe de presse disposant de plusieurs journaux, stations de radio ou de télévision ne peut soumettre qu'une seule requête. Les choix des bénéficiaires se fera sur la base d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la délibération numéro 004/CSC/2015 du 31 décembre 2015 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Poursuit toujours le même communiqué de presse du CSC, il est rappelé aux bénéficiaires du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2014 qu'ils sont tenus
pour prétendre à l'aide 2015 de déposer leurs rapports et les pièces justificatives d'exécution de leurs projets respectifs, et ce conformément à la convention signée avec le Conseil supérieur de la communication CSC. Pour tout renseignement complémentaire sur les éléments constitutifs du dossier, les intéressés aux besoins peuvent s'adresser au secrétariat général du Conseil supérieur de la communication, signé par le président de la dite institution, Abdourahmane Ousmane. Et c'est sur ce communiqué de presse de l'instance de régulation que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner, merci. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Au revoir et très bonne soirée aussi.